Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Pour avoir une meilleure visibilité. Réponse A. Je m'approche du véhicule devant moi. Réponse B. Je m'éloigne du véhicule devant moi. Alors, effectivement, lorsque vous allez avoir, par exemple, un poids lourd devant vous, vous allez voir que votre visibilité va être très faible. Alors, regarde l'animation. Ici, on est très proche du poids lourd. Notre champ de vision apparaît ici en vert. En rouge, c'est le champ de vision qui est obstrué par le poids lourd. Tu remarqueras que si tu t'éloignes du poids lourd, alors ton champ de vision en vert est plus grand et donc ta visibilité est plus grande et devient meilleure. Donc, pour avoir une meilleure visibilité, je m'éloigne du véhicule devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Dans un tunnel, les diodes bleues permettent A. De repérer les niches de sécurité. B. D'éclairer la chaussée. C. D'estimer la distance de sécurité. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que dans un tunnel, les marquages au sol, notamment les lignes de rive, sont différentes que sur les routes et les autoroutes. Je m'explique. Regardons par exemple les lignes de rive sur route. Vous voyez, sur route, on a des lignes de rive de 3 mètres avec un espacement de 3,50 mètres. Sur les routes, avec une chaussée séparée, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 20 mètres avec un espacement de 6 mètres. Et sur autoroute, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 38 mètres avec un espacement de 14 mètres. Ces espacements nous permettent de calculer, ou d'estimer les distances de sécurité. Par contre, sur un tunnel, il n'y en a pas. Dans un tunnel, il n'y a pas ces lignes de rive, comme vous pouvez le remarquer sur la photo. Du coup, ils ont mis des diodes. Les diodes vont nous permettre en fait d'estimer la distance de sécurité. Et ici, une bonne distance de sécurité entre vous et le véhicule suivant est de 2 diodes. Donc dans un tunnel, la distance de sécurité, il faut avoir une distance de sécurité de 2 diodes entre vous et le véhicule qui vous suit. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 3. Je peux m'arrêter le long du trottoir pour faire descendre un passager. À droite, oui, réponse A, non, réponse B. À gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, regardez bien à droite. À droite, on a une voie réservée au vélo. Hein, donc, on a les bandes blanches épaisses avec un marquage au sol dessinant un vélo. À gauche, pareil, on a une voie réservée pour les voies de bus. Donc, ce sont des voies réservées. Elles ne sont pas réservées aux automobilistes, elles sont réservées à d'autres usagers. Il est donc
interdit, il est strictement interdit d'y accéder. Donc, interdit de faire descendre un passager. Même un simple arrêt. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 4. Sur ce rond-point, réponse A, je cède la priorité à droite. Réponse B, j'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, question super intéressante. Vous faites beaucoup d'erreurs sur ces notions-là. Alors, déjà, il faut connaître la différence entre un carrefour à sens giratoire et un rond-point. Ce sont deux choses totalement différentes. Alors, tout d'abord, le carrefour à sens giratoire. Vous voyez bien que lorsque vous rentrez dans un carrefour à sens giratoire, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un panneau « Céder le passage ». Donc, vous devez céder le passage aux véhicules qui sont dans le carrefour à sens giratoire, qui viennent de gauche. Également, lorsque vous êtes à l'intérieur du carrefour à sens giratoire, également, vous avez la priorité sur les véhicules qui sont à votre droite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, eux aussi, un panneau « Céder le passage ». Ça, c'est pour les carrefours à sens giratoire. Concernant les ronds-points, et notamment ici, les ronds-points sans signalisation. En fait, c'est comme une intersection. C'est une intersection sans signalisation. Donc là, contrairement au carrefour à sens giratoire, c'est la priorité à droite qui prime. Donc, lorsque vous rentrez dans un rond-point, vous avez la priorité sur les véhicules qui viennent de votre gauche, et quand vous êtes dans le rond-point, vous devez céder la priorité aux véhicules qui sont à votre droite. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Les usagers les plus impliqués dans les accidents avec les tramways sont réponse A, les cyclistes, réponse B, les trottinettes, réponse C, les véhicules légers, réponse D, les piétons. Alors là, c'est vraiment une question de cours simple. C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Donc ici, je vous montre donc le document que vous retrouverez dans la formation. Et effectivement, les usagers les plus impliqués dans les accidents avec tramway sont les véhicules légers. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 6. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 110 km/h. Alors, ici on a affaire à un panneau qu'on appelle panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau a deux significations. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il est interdit de klaxonner. La bonne réponse est la réponse A.
Question numéro 7. L'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de réponse A, 5 dixièmes pour les deux yeux au total. Réponse B, 5 dixièmes pour chaque œil. Alors, l'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de 5 dixièmes au total pour les deux yeux. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Mon véhicule n'a pas de place arrière. Je peux transporter réponse A, un adulte. Réponse B, un enfant de 9 ans. Réponse C, un enfant sur un siège à coque face à la route. Alors, j'adore cette question parce que ça montre si oui ou non vous connaissez bien le code de la route. D'ailleurs, par exemple, si vous savez pas ce que c'est qu'un siège à coque, ça va être compliqué de répondre à cette question. Bon, c'est pas grave, hein, vous êtes là pour apprendre, vous êtes dans un processus pédagogique, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà revenir sur la réglementation. Il faut que tu saches que y a deux catégories de passagers. T'as les passagers de plus de 10 ans et les passagers de moins de 10 ans. Alors, les passagers de plus de 10 ans, eux, peuvent s'installer sur les places arrière et sur les places avant d'un véhicule. Par contre, les passagers de moins de 10 ans, eux, ça va être vraiment différent. Premièrement, ils devront être installés sur des sièges adaptés répondant à une certaine homologation. C'est ce qu'on va voir après. En plus de ça, les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas s'installer à l'avant d'un véhicule. Ils sont obligés d'être installés à l'arrière. Par contre, il y a 3 exceptions. Donc, tu peux installer un enfant de moins de 10 ans à l'avant si le véhicule ne dispose pas de place arrière, si toutes les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans, et si tu utilises un siège à coque, alors un siège à coque c'est ça, que tu places dos à la route et en désactivant l'airbag passager. Alors, pour répondre à la question, faut revenir à quels sont ces sièges adaptés pour les enfants de moins de 10 ans. Alors, ces sièges adaptés répondent à une réglementation qui va découler une homologation. Alors, il existe 2 homologations pour les sièges enfants. Vous avez l'ancienne homologation, qu'on appelle l'homologation R44. Tiens, d'ailleurs, je vous ai mis ici l'étiquette qu'il y a sur ces sièges. Donc, vous voyez bien, il y a marqué en bas R44. Et cette homologation classifie les sièges selon le poids de l'enfant. Vous voyez ici, il y a marqué 9 kg, 18 kg. Ça, c'est l'ancienne réglementation, on va pas en parler. La nouvelle réglementation, elle, c'est ce qu'on appelle la réglementation R129. Donc, si vous regardez bien, ici, c'est l'étiquetage qu'il y a sur les sièges de cette homologation. Donc, il y a bien marqué ici le numéro de l'homologation, 129, et cette homologation classifie les sièges selon, cette fois-ci, la taille de l'enfant. Et regardez ici, il y a marqué quoi ? 150 cm. Alors, dans cette homologation, il existe 3 grands types de sièges pour enfants. Tout d'abord, vous avez le siège à coque qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce siège à coque, c'est pour les enfants qui mesurent jusqu'à 83 cm. Ce siège à coque, vous pouvez le placer à l'arrière du véhicule face à la route, mais également
à l'avant du véhicule, à condition qu'il soit placé dos à la route et que l'airbag passager soit désactivé. Ensuite, vous avez le siège qu'on appelle baquet, qui sont adaptés pour les enfants qui ont une taille allant jusqu'à 1 mètre. Ces sièges baquets, vous pouvez seulement les installer à l'arrière du véhicule, donc face à la route. En dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle le siège avec dossier. Ça, c'est pour les enfants de moins de 10 ans qui mesurent plus de 1 mètre. Ce siège-là, vous pouvez les placer à l'arrière du véhicule, mais également à l'avant du véhicule. Par exemple, si les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants de moins de 10 ans, ou si la voiture ne dispose pas de siège arrière. Alors attention, ce siège-là, vous n'avez pas le droit de le placer dos à la route. Ce siège-là, il faut le placer face à la route. Et il faut activer cette fois-ci l'airbag passager, contrairement au siège à coque. Donc maintenant que vous savez tout ça, pour répondre à la question, regardez bien la question. Il y a écrit « Mon véhicule n'a pas de place arrière ». Donc on est dans la condition où ce véhicule ne dispose pas de place arrière. Est-ce que je peux transporter un adulte? Alors ça oui, un adulte peut aller n'importe où, à l'avant, à l'arrière. En plus ici, l'airbag passager est activé. Donc oui. Est-ce que je peux transporter un enfant de 9 ans? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que mon véhicule n'a pas de place arrière. On est dans une des exceptions à la règle. Et en plus de ça, regardez, l'airbag est activé. Donc, la réglementation, là, elle est totalement satisfaite. Est-ce que je peux placer un enfant sur un siège à coque face à la route? Bah non. Alors déjà qu'on n'a pas le droit d'installer un siège à coque à l'avant face à la route, c'est dos à la route. Et en plus, regardez ici, l'airbag passager est activé. Donc on a 2 fois pas le droit. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 9. Je suis sur autoroute. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, il y a un camion orange. Alors, ce camion orange, c'est un camion que tu vas voir souvent quand tu vas avoir ton permis de conduire. C'est donc les camions de la DIR. Donc la DIR, c'est la direction interdépartementale des routes. Donc c'est l'entreprise qui s'occupe donc de l'entretien et de la maintenance des routes. Donc ici, effectivement, c'est un camion qui est en activité. Qui a allumé ses gyrophares. Vous voyez, il y a marqué patrouille. Donc, on va ralentir. Là, on peut voir sur le compteur qu'on roule à 98 km/h, soit 30 km en dessous de la vitesse maximale autorisée. Donc, on peut dire qu'on a ici une allure adaptée à la situation. Donc là, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 10. Placé à cet endroit, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors déjà, la signalisation indique qu'il est interdit de stationner et de s'arrêter sur une distance de 750 mètres. Par contre, cette interdiction commence à partir de l'implantation du panneau et se finira dans 750 mètres. Donc, normalement, je pourrais m'arrêter et stationner avant le panneau. Oui, mais là, il y a une règle générale, en fait, qui vous interdit de stationner ou de vous arrêter devant un panneau quelconque. Devant toute signalisation, vous n'avez pas le droit ni de vous arrêter, ni de vous stationner.
Donc, dans ce cas-ci, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 11. J'utilise de préférence le régulateur de vitesse. Réponse A, sur voie rapide. Réponse B, en agglomération. Alors, le régulateur de vitesse, c'est vraiment pour tout ce qui est voie rapide, autoroute ou route. Très déconseillé en agglomération parce qu'en fait, vous réglez votre vitesse par exemple à 50 km/h, alors qu'en agglomération, il peut se passer plein de choses. Il y a énormément d'usagers vulnérables par exemple. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 12. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, route. Réponse B, croisement. Réponse C, position. Alors ici, certes, on rentre dans une agglomération, mais une agglomération non éclairée de nuit. Donc ici, je dois rouler en feu de route. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce contexte, je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ça c'est c'est un point qu'on a vu à plusieurs reprises dans les vidéos YouTube et également donc dans l'information. Alors est-ce que le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste? Comme vous le voyez ici, on a une ligne blanche. Donc est-ce que lorsqu'on a une ligne blanche, on peut dépasser un cycliste? Bon, la réponse est oui, mais à plusieurs conditions. Rappelez-vous, il y a une nuance entre franchissement et chevauchement. C'est-à-dire que là, vous pouvez dépasser le cycliste à condition que vous chevauchiez la ligne blanche. Donc, on va revenir donc sur la notion de chevauchement et de franchissement. Là, par exemple, dans cette petite animation, voilà, vous pouvez dépasser le vélo si vous chevauchez la ligne. Par contre, si vous la franchissez, c'est-à-dire si les quatre roues sont à l'extérieur, alors ça c'est interdit. Par contre, si vous chevauchez, c'est-à-dire que vous avez toujours les deux roues à l'intérieur de la voie, c'est ce qu'on appelle un chevauchement. Et donc là, pour le coup, c'est autorisé, même avec une ligne blanche. Ensuite, deuxième question. Dans ce contexte, est-ce que je peux dépasser ce cycliste? Si vous regardez bien, lorsqu'on regarde au loin, on a un virage très serré. En fait, on a une très mauvaise visibilité de ce qui se passe à environ 50 mètres. D'ailleurs, si vous regardez bien, et ça aussi on l'a vu à plusieurs reprises, on a ce qu'on appelle des balises à chevrons. Donc ces balises à chevrons vous avertissent d'un virage dangereux. Donc ici, on ne peut pas dépasser le cycliste. Certes, on est autorisé à dépasser par le marquage au sol, mais dans ce contexte de manque de visibilité, on ne pourra pas dépasser le cycliste. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D.
Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Je dépasse le van et le camion sans me rabattre. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, si vous regardez bien, on roule à peu près à 124 km/h. On est donc sur autoroute. Et sur notre voie de droite, on a un van gris avec une remorque. Et un peu plus loin, on a un poids lourd. Donc ici, on a affaire à deux véhicules qui, de manière réglementaire, vont rouler beaucoup moins vite que moi. Hein. En l'occurrence, un poids lourd, sur autoroute, sa vitesse est limitée à 90 km/h. Donc là, nous, on roule à 124. Donc il y a plus de 30 km/h qui nous séparent. Donc effectivement, dans cette situation, on va dépasser ces deux véhicules en un seul tenant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Cette EDPM a le droit de circuler à cet endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, une trottinette est ce qu'on appelle un EDPM, un engin de déplacement personnel motorisé. À savoir que leur est autorisé les bandes et les pistes cyclables, les voies dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Par contre, il leur est strictement interdit de rouler sur les trottoirs. Actuellement, dans cette photo, le conducteur de cet engin roule sur une bande cyclable, donc il a le droit de rouler à cet endroit. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. Je circule. Réponse A, sur route. Réponse B, sur autoroute. Réponse C, plus vite que le poids lourd. Alors, très bonne question. Comment ici savoir qu'on circule sur route ou autoroute? Bah, c'est très simple. Devant nous, on a ce qu'on appelle une borne kilométrique. Donc, cette borne kilométrique, elle est là pour vous dire, bah, sur quelle route vous roulez. Ici, par exemple, A. Donc, pour autoroute, à côté, bon, même si on ne le voit pas, le numéro de l'autoroute, et en dessous, le point kilométrique. Parfois même, vous voyez, regardez cette bande kilométrique, et même marqué votre attitude.
Donc ici, cette borne kilométrique nous indique qu'on roule bien sur autoroute. Ensuite, est-ce qu'on roule plus vite ou moins vite que le camion, que le poids lourd? Bah là, on peut voir sur le compteur qu'on roule à 128 km/h. Or, un poids lourd sur autoroute doit avoir une vitesse maximum réglementaire de 90 km/h. Donc, ici, on roule, quoi qu'il arrive, on roule plus vite que le poids lourd. Donc, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 17. Cet appareil est un... Réponse A, éthylotest. Réponse B, éthylomètre. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc ici, on a affaire à un éthylotest. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un éthylomètre, vous pouvez aller dans l'information. Et vous en saurez beaucoup plus sur les éthylotests, les éthylomètres, qui a le droit d'avoir un éthylomètre, qui a le droit d'avoir un éthylotest, le taux d'alcool autorisé pour les probatoires, pour les non probatoires, le taux d'alcool délictuel, le taux d'alcool contraventionnel. Ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. La chaussée est à double sens de circulation. Réponse A, sur 5 km. Réponse B, dans 5 km. Alors ici, on a un panneau donc d'indication jaune. Donc panneau d'indication jaune, donc panneau temporaire. Ici, ce panneau indique que on est sur une chaussée à double sens de circulation avec une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Ce panneau est accompagné d'un panonceau qui vient préciser le panneau du haut. Donc sur ce petit panonceau, il est indiqué que la chaussée sera à double sens sur 5 km. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Des piétons peuvent se trouver sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse prudemment. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu vois plusieurs choses à observer. Alors déjà, on a un car qui transporte des enfants via le petit pictogramme ici. En plus de ça, ce car est en warning, donc en feu de détresse. Donc en fait, il y a de fortes chances qu'il y ait des enfants. Regarde. Ici en vert, c'est ton champ de vision. En rouge, c'est ce que tu vois pas, parce que ton champ de vision, il est obstrué par donc le car. Donc il peut très bien y avoir des enfants à l'endroit où ton champ de vision est obstrué. Alors, ça ne sert à rien non plus de paniquer. Là, tu peux dépasser, mais prudemment, en sachant qu'il y a peut-être des piétons sur la chaussée. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 20. Dans cette situation, je peux circuler A en feu de route, B en feu de croisement, C en feu de position.
Alors, ici, on est dans une agglomération éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et en feu de croisement. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, pour tous ceux qui se sont trompés à cette question, je suis désolé de vous le dire, c'est que vous connaissez pas votre cours. Voilà. C'est que vous n'avez pas vu le cours. Ce genre de questions tombe énormément durant les examens officiels. D'ailleurs, il n'est pas rare d'avoir 3, 4, 5 questions sur l'utilisation des feux. Question numéro 21. Moins de 5 heures de sommeil multiplie le risque d'accident par réponse A, 3, réponse B, 5. 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie. Réponse C, de 0,4 mg par litre d'air expiré. Réponse D, 0,8 g par litre de sang. Alors ici, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, moins de 5 heures de sommeil multiplie le risque d'accident par 3. Et 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie de 0,4 mg par litre d'air expiré, c'est-à-dire 0,8 g par litre de sang. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Question numéro 22. Cette signalisation indique réponse A, une ZFE, réponse B, une zone interdite à tous les véhicules, réponse C, une zone interdite à tous les véhicules thermiques, réponse D, une zone interdite aux véhicules disposant d'une vignette critère 4. Alors, comme tu le vois ici, on a une signalisation assez particulière. Mais d'abord, porte ton regard sur ce qu'il y a sur le panneau de zone. Alors, je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas ce panneau. Est-ce que tu connais la signification de ce panneau ? Si tu le connais pas, je te conseille vraiment de te former. Ce panneau-là, ce panneau-là que quasiment personne connaît, c'est un panneau interdisant la circulation de tous les véhicules, même les vélos. Alors attention, ça c'est un panneau. Lorsque ce panneau est inclus dans un panneau de zone, il a une autre signification. Il interdit l'accès de tous les véhicules dans cette zone, excepté les véhicules disposant d'une carte mobilité inclusion, excepté les véhicules d'intérêt généraux, excepté les cyclistes. De plus, comme tu peux le voir ici, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Ce panonceau qui précise le panneau qu'il y a juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce panneau ? Sauf catégorie. Et puis bon, là, il y a la catégorie des véhicules qui sont acceptés. Et c'est quoi ces petits numéros que tu vois sur le panonceau ? Ben, c'est les vignettes. C'est le numéro des vignettes qu'il y a sur les véhicules. Donc, qu'est-ce que veut dire cette signalisation ? Ça veut dire que dans cette zone, donc après ce panneau, dans cette zone, la circulation est interdite à tous les véhicules, sauf exception bien sûr, sauf les véhicules qui possèdent une vignette critère 1, 2, 3 et véhicule vert.
C'est ce qu'on appelle une zone à faible émission. Vous savez, c'est tout nouveau, ça s'appelle une ZFE. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite, mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 23. Dans cette situation, je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux. Réponse C. Tourner à gauche. Réponse D. Tourner à droite. Alors, sur cette intersection, comme vous le voyez à votre droite, il y a un panneau d'obligation avec une flèche à gauche, une flèche à droite. C'est tout simplement la fusion de ces deux panneaux. Donc, ce panneau veut dire que vous êtes obligé soit de tourner à droite, soit de tourner à gauche. Ça sous-entend qu'il est interdit d'aller tout droit. D'ailleurs, si vous regardez bien l'intersection, juste en face de vous, la rue est en sens interdit dans votre sens de circulation. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B, C et D. Question numéro 24. Pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre. Alors ici, pour dépasser ce piéton, donc qui est un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre, puisqu'on est en agglomération. Alors, si tu ne sais pas faire la différence lorsque tu es en agglomération ou hors agglomération, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique pour voir le cours correctement, parce que sinon tu vas avoir beaucoup de mal à l'examen du code de la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Il y a autant d'alcool dans un verre de vin que dans un verre de vodka. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, la réponse va vous paraître étrange, mais effectivement c'est le cas. Dans un verre de vodka, il y a autant d'alcool que dans un verre de vin. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que d'une, ce ne sont pas les mêmes verres, c'est pas des verres qui ont des mêmes volumes, et deuxièmement, ce sont des boissons qui n'ont pas le même degré d'alcool. Lorsque dans la sécurité routière, on vous parle d'un verre d'alcool, on vous parle de verres standardisés, de verres standards qu'on sert dans des entreprises de débit de boissons, comme les restaurants ou les cafés. Donc on parle de verres standards. Et effectivement, il y a autant d'alcool dans un verre de bière que il y a autant d'alcool dans un verre de bière que dans un verre de champagne, que dans un verre de vin, que dans un verre de whisky ou autre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 26. Mélanger alcool et médicaments augmente les risques d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, tout mélange de drogue vont augmenter les risques d'accident. La polyconsommation va augmenter les risques d'accident sur la route. Et pour ceux qui se disent dans leur tête, mais attends, t'es en train de parler de drogue? Et là, la question parle des médicaments. Oui, mais les médicaments, c'est de la drogue. Ce sont des drogues. D'ailleurs, c'est pour ça que le médecin, quand il vous fait une prescription, il vous fait une prescription pendant une durée limitée. Parce que ce sont des vraies drogues. Par exemple, si vous prenez de la codéine à la pharmacie, la codéine, c'est de la drogue. Il y a des gens qui se droguent avec pour de vrai. Donc, ici, la polyconsommation va effectivement augmenter le risque d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. La roue de secours est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours n'est plus obligatoire. D'ailleurs, énormément de constructeurs la remplacent par ce qu'on appelle un kit anti-crevaison. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce camion transporte des matières inflammables. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, ce camion possède une plaque orange qu'on appelle plaque code de danger. Cela signifie que ce camion transporte des matières dangereuses. Également, juste à gauche, ce camion a aussi une plaque losange qu'on appelle plaque symbole de danger qui indique le symbole du danger. Ici, ce symbole indique que ce camion transporte des matières inflammables. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 29. La voie de stockage est réservée aux véhicules qui tournent à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors ici, tu vois, la voie dans laquelle on s'apprête à aller, c'est une voie réservée. Hein. On peut le voir parce que on a des lignes épaisses, discontinues. Et une flèche allant à gauche. Donc effectivement, si je veux tourner à gauche, je m'engage dans la voie de stockage. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Je circule par temps de neige. Je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant amovible ou de pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tant que tu n'as pas vu l'un de ces deux panneaux, tu n'es pas dans l'obligation d'équiper ton véhicule de chaîne ou de pneus hiver. Hein? Qu'on s'entende bien. Et même si la route est enneigée. C'est mieux, hein, d'avoir des chaînes ou des pneus hiver sur une route enneigée. Mais c'est vrai que t'es pas dans l'obligation d'en avoir tant que t'as pas vu l'un de ces deux panneaux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Je circule à 50 km/h. Mon allure est adaptée à la situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, donc on a un panneau de signalisation qui nous indique que la vitesse est limitée à 50 km/h. Très bien. Par contre, sur le côté gauche, vous voyez, il y a un car donc, dans lequel il y a sûrement des enfants ou des individus qui vont sortir ou traverser la rue. Donc pour le coup, ici, la vitesse n'est pas adaptée. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 32. Le SP permet, réponse A, de limiter la perte de contrôle, réponse B, d'éviter le blocage des roues. Alors déjà, que veut dire le mot ESP? ESP, ça veut dire Electronic Stability Programme ou correcteur électronique de trajectoire. C'est une aide à la conduite qui permet d'éviter que les roues motrices patinent et donc à assurer une motricité optimale. Alors, elle ne permet pas d'éviter le blocage des roues. Ça, c'est une autre aide à la conduite qu'on appelle l'ABS. ABS qui veut dire anti-bloqueur système ou anti-blocage des roues qui ont donc pour but de limiter le blocage des roues et donc le dérapage lors de freinage intensif. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre. Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà.
Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 euros ou 40 euros pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 euros à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 euros, quoi, un peu moins. C'est 1800 euros. Donc, si t'as pas 40 euros ou 10 euros pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 euros. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 33. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question, elle est super importante, car tu as 95% de chances de tomber dessus lors de l'examen officiel. Alors, concernant le dépassement des cyclistes, deux cas vont se présenter à toi. Tout d'abord, le cas en agglomération et le cas hors agglomération. Commençons par le cas en agglomération. Pour dépasser un cycliste en agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre entre mon véhicule et l'usager vulnérable. Dans le cas hors agglomération, lors d'un dépassement d'un usager vulnérable, ici un cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Alors, attention, petit point à retenir, c'est valable pour les cyclistes et c'est valable pour tous les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les motos, ceux qui circulent en engin de déplacement personnel, c'est-à-dire les trottinettes. Donc ça, c'est valable pour tous les usagers vulnérables, y compris les cyclistes. Vu que la question est importante, on va faire un petit récapitulatif. Donc, en agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Hors agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Nous sommes le 20 du mois. Je peux stationner après ce panneau du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le changement de côté s'effectue. Réponse C. Entre 20h30 et 21h. Réponse D. Entre 20h30 et 21h30. Alors ici, on a affaire à un panneau de stationnement alterné semi-mensuel. On a réalisé une vidéo entière sur les panneaux de stationnement que vous trouverez, on va l'afficher en haut à droite. Alors, pour répondre à la question, ce panneau indique que vous êtes autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 et que vous êtes autorisé à stationner du côté pair du 16 à la fin du mois. Le changement de côté, lui, s'effectue entre 20h30 et 21h. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 35. En période probatoire, après une conduite supervisée, je récupère réponse A, 2 points par an, réponse B, 3 points par an.
En période probatoire, après une conduite encadrée, je récupère. Réponse C, 2 points par an. Réponse D, 3 points par an. Alors, que l'on soit qu'on ait passé le permis en conduite supervisée ou en conduite encadrée, on récupère 2 points par an comme un permis conventionnel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 36. Question numéro 26. Le régulateur de vitesse adaptative permet de maintenir sa trajectoire en cas d'évitement d'un obstacle. Oui, réponse A, non, réponse B. Permet de maintenir une distance de sécurité en modulant la vitesse du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le régulateur de vitesse adaptative fait partie des aides à la conduite. Je vous conseille vivement de connaître toutes les aides à la conduite qu'on peut retrouver dans un véhicule, car les questions sont aujourd'hui nombreuses dans les examens officiels, comme vous l'avez vu dans ce test par exemple. Donc le régulateur de vitesse adaptative permet en fait de conserver une distance de sécurité réglementaire avec le véhicule que l'on suit, notamment en modulant automatiquement la vitesse du véhicule. Donc les bonnes réponses sont les réponses B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Le véhicule est bien arrêté si le véhicule est en feu de détresse. Oui, réponse A, non, réponse B. Le conducteur a une urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est dans un cas où on a un véhicule qui est garé à cheval sur le trottoir et qui est en feu de détresse. Alors, il faut déjà que vous sachiez une chose. Que vous soyez en feu de détresse, que vous ayez une urgence, ou peu importe. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, cela ne vous permet pas d'enfreindre la loi. Que dit la loi ? La loi, elle dit qu'il y a des stationnements infractionnels. Vous vous souvenez, vous avez 4 types de stationnements infractionnels. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors ici, regardez bien. Regardez bien. Là, le véhicule, déjà, il est à cheval sur le trottoir. Donc, déjà, premièrement, c'est ce que l'on appelle un stationnement très gênant, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation. Également, regardez bien, il se situe pas seulement sur un trottoir. Regardez ici, là, regardez là. Là, vous voyez que le trottoir s'affaisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand le trottoir s'affaisse ? Ça veut dire qu'on a affaire à un bateau. Donc, si on a affaire à un bateau, c'est qu'on a affaire à une sortie de voie privée. Et donc, si on est garé sur une sortie de voie privée, c'est ce qu'on appelle un stationnement gênant, parce qu'on est garé devant l'entrée carrossable d'un immeuble. Donc ici, vous voyez, si vous avez affaire à un policier peu scrupuleux, il peut vous mettre 2 amendes.
un pour stationnement gênant et un autre pour stationnement très gênant. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 38. Je viens de perdre 3 points suite à une infraction en période probatoire. Réponse A. Je vais recevoir une lettre 48N. Réponse B. Je suis dans l'obligation de passer un stage. Réponse C. Je récupère 2 points par an. Réponse D. Mon amende sera remboursée. Alors, durant votre période probatoire, la récupération de points est très particulière. Alors, par exemple, si tu perds 3 points, regarde bien ce document que tu trouveras dans la formation. Eh bien, tu recevras tout d'abord une lettre 48N. Cette lettre 48N te permettra de passer un stage qu'on appelle K2. C'est un stage obligatoire. Après ce stage, tu pourras récupérer tes points et être remboursé de l'amende. Par contre, peu importe le nombre de points que tu perdras durant ta période probatoire, tu ne pourras plus récupérer ces 2 points par an. Tes points vont rester figés. Donc ici, est-ce que je vais recevoir une lettre 48N? Oui. Est-ce que tu seras dans l'obligation de passer un stage? Oui. Est-ce que tu vas récupérer tes 2 points par an? Ben non. Maintenant, tes points sont figés. Tu ne récupéreras plus tes 2 points par an. Est-ce que mon amende sera remboursée? Bah oui, parce que tu seras dans l'obligation de passer un stage. Et quand tu auras passé ton stage, ton amende sera remboursée. Et tes points perdus, c'est-à-dire ici les 3 points, seront récupérés. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours,
tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Cette notice me permet A. De connaître le PTAC du véhicule, B. De connaître la pression des pneus, C. De connaître la taille des pneus. Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 40. Le pourcentage de conducteurs ayant leurs 12 points est de réponse A 50%, réponse B 80%. Le pourcentage de conducteurs qui a leurs 12 points est de 80%. La bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.